Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, inauguration du Centre de justice de proximité de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine à Chandler. L'instauration des centres de justice de proximité illustre la volonté du gouvernement du Québec de rendre l'information juridique beaucoup plus accessible. Lancement du grand défi Bâtir ma région dans la MRC du Rocher-Percé. Donc, beaucoup de gens qui gravitent autour là, du grand défi Bâtir ma région. C'est ce qui nous a inspiré d'en faire un projet régional, d'où l'objectif en 2015-2016 d'en faire vraiment un concours régional à l'ensemble de la Gaspésie et des îles. La télévision communautaire de Petite-Vallée, Télésourire, passe à la haute définition. Un très grand jour, c'est vraiment du bonheur à 100 Notre projet est concrétisé, nos achats sont faits, nos équipements sont en nombre. On ne peut pas demander plus. Naufrage d'un Gaspésien le 15 novembre dernier. C'est troublant. Donc, le courriel disait sensiblement avons eu une nuit difficile, avarie à bord, quittons le navire, attendons secours. Monsieur Stephen Kagan et Madame Louisette Blondin discutent avec nous du projet Second Souffle. La mission, c'est vraiment de se donner des outils, de s'entraider, de connaître des services, de partager. Et puis, fondamentalement, c'est d'améliorer notre qualité de vie. Et on rencontre Jacques Langelier du Centre Action bénévole Gascon-Percé pour discuter de la guignolée. La guignolée, le Centre d'Action bénévole, quand il fait l'activité panier de Noël, c'est l'argent de monsieur et madame tout le monde. Alors, on doit avoir cette préoccupation de les gérer le mieux possible, où il y a le plus de transparence possible. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Je précise d'entrée de jeu que, dû au contenu élevé d'informations dans notre émission de cette semaine, la capsule divertissement sera remise à la semaine prochaine. Le 21 novembre dernier, le ministre Jean Damour était de passage à Chandler pour l'inauguration du Centre de justice de proximité. Le centre est situé au 484 avenue de l'Hôtel de Ville, bureau 102 à Chandler. M. Jean Damour, ministre de la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, nous résume le projet. Alors, très heureux d'être à vos côtés aujourd'hui pour célébrer ce moment qui est attendu avec l'équipe du centre et auprès des gens de notre région à Gaspésie. Ce centre, vous le souhaitiez depuis longtemps, votre enthousiasme et votre dévouement sont récompensés aujourd'hui. C'est un projet qui a été cher aux ministres au pluriel qui ont précédé ma collègue, et vous me permettrez de faire un bref historique pour rendre à César ce qui lui appartient. En fait, c'est ma collègue Kathleen Veil, qui aujourd'hui est à l'immigration, alors qu'elle était ministre de la Justice, qui avait lancé le projet des centres de justice de proximité en 2009. Alors, entre Mme Veil et Mme Vallée, il y a eu également Bertrand Saint-Arnaud. Alors, peu importe la couleur du gouvernement, ce qui est important, c'est que le centre, aujourd'hui, voit le jour de façon officielle. Elle s'était alors associée à des partenaires précieux, le Barreau du Québec, la Chambre des notaires du Québec et la Société québécoise d'information juridique. Le tout avait pris d'abord la forme d'un projet pilote dans 3 villes, Montréal, Québec et Rimouski. Ces centres sont toujours bien sûr en activité et cela maintenant depuis 2010. Par la suite, mon collègue Jean-Marc Fournier a pris la relève comme ministre de la Justice et a confirmé l'intention du gouvernement libéral de déployer la formule compte tenu de ses retombées particulièrement positives. Le reste de l'histoire, bien sûr, vous la connaissez. En février dernier, notre région, ici en Gaspésie, nous avons vu la candidature retenue au terme d'un appel de projet avec 2 autres projets situés en Outaouais, de même qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Centre de justice de proximité de l'Outaouais a ouvert ses portes en septembre dernier. C'est donc tout récent. Celui du Saguenay-Lac-Saint-Jean le fera au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. L'instauration des centres de justice de proximité illustre la volonté du gouvernement du Québec de rendre l'information juridique beaucoup plus accessible. C'est l'un des gestes concrets que nous posons pour l'accès à la justice, un geste bien sûr qui est nécessaire. Il ne fait aucun doute que les centres de justice de proximité ont tout pour réussir. En effet, en tant qu'organisme à but non lucratif, les centres sont présents et à l'écoute de leur communauté, de leur milieu, grâce à l'apport important de leur conseil d'administration, où on retrouve finalement des représentants du milieu, dont des avocats, des notaires, des organismes de justice alternative, de même que la Sûreté du Québec. De plus, nos citoyens peuvent également compter sur une équipe dynamique au service de la population et parmi laquelle on retrouve bien sûr des juristes. Alors, je suis très fier de constater que l'enthousiasme de notre communauté juridique pour cette formule audacieuse se soit traduit par l'offre de ce nouveau service d'information juridique, un service à la fois simple et pratique,
à la portée de tous, comme tout à l'heure ça a été souligné. Le Centre de justice de proximité pourra aider les personnes qui y font appel à bien identifier toutes les dimensions juridiques de leur situation et à les orienter vers les ressources utiles pouvant répondre à leurs besoins spécifiques. À ce jour, les centres ont répondu à près de 65 000 demandes d'information. C'est une preuve évidente, une preuve manifeste qu'ils répondent bien sûr à un besoin. Les nouveaux centres représentent un investissement de près d'1 million de dollars qui provient du Fonds Accès Justice institué au ministère de la Justice du Québec récemment, en 2012. Ce fonds sert notamment au financement des projets visant à rapprocher la justice des citoyens québécois. C'est loin bien sûr d'être une dépense, c'est un investissement. C'est l'ensemble de la société et notre système de juristes qui profiteront du fait que nos citoyens seront de mieux en mieux informés. Dans notre région, les distances, bien sûr, sont grandes et je suis confiant que le personnel du centre mettra tout en œuvre pour tenir compte de cette situation et bien sûr pour assurer la promotion de ces services auprès de l'ensemble de la population régionale. Par son action préventive, celle d'informer, notre centre de justice de proximité contribuera à désamorcer nombre de situations avant qu'elles ne prennent le chemin des tribunaux en donnant une information judicieuse sur les modes appropriés de règlement des différends. En effet, ma collègue Stéphanie Vallée, qui a été médiatrice familiale dans une autre vie, vous le confirmerez, un procès n'est pas la meilleure option dans la majorité des cas. Bien souvent, la solution passe par des citoyens mieux informés et par la connaissance d'autres moyens pour obtenir justice, comme la médiation par exemple. De plus, notre centre pourra également contribuer à mieux faire connaître les ressources et les services accessibles à la population et qui gagnent à être connus davantage. Je suis donc convaincu qu'il deviendra un carrefour d'informations juridiques incontournable pour nos citoyennes et nos citoyens. Écoutons maintenant la présidente du conseil d'administration du Centre de justice de proximité, Mme Catherine Duguay. Mme Duguay souligne l'ensemble de la mobilisation que ce projet a engendré dans notre milieu. L'accès à la justice passe par la mise en place de moyens pratiques pour que les Québécoises et les Québécois puissent être suffisamment bien informés pour prendre les bonnes décisions. C'est pourquoi nous nous réjouissons du soutien du gouvernement du Québec à l'implantation d'un centre de justice de proximité dans notre région. Il nous permettra d'offrir des services d'information et d'orientation juridique de grande qualité sur l'ensemble de notre territoire, contribuant ainsi à démystifier le droit et notre système de justice dans l'intérêt de nos concitoyens et concitoyennes. La mobilisation d'une région et l'appui de son milieu juridique et communautaire sont des garanties de succès pour un centre de justice de proximité. En effet, les services offerts dans les centres de justice de proximité sont complémentaires aux services juridiques et aux services déjà existants, et comme le mentionnait Maître Meunier-Cyr, en ce sens, ils ne donneront pas d'avis juridique. Permettez-moi de vous présenter finalement les membres de notre conseil d'administration actuel, dont j'espère la compétence et qui ont une expérience et une compétence qui m'apparaissent être le gage d'un succès assuré. En terminant, je vous prie, Monsieur le ministre d'Amour, de bien vouloir transmettre à la ministre de la Justice et procureure générale, Mme Stéphanie Vallée, nos sincères remerciements pour avoir cru en ce projet et pour avoir fait en sorte qu'il devienne réalité. Personnellement, parce que j'ai été présente à chacune des étapes de ce projet, et comme je vous le mentionnais, j'en suis pas la seule instigatrice, loin de là, c'était cependant avec le sentiment du devoir accompli que je reconnais bien humblement à ce stade-ci, être animée d'un profond sentiment de fierté en assistant à la présente inauguration, près d'une année après avoir soumis la demande d'implantation. J'ai l'assurance que dans peu de temps, on parlera du Centre de justice de proximité Île-de-la-Madeleine comme étant indispensable à l'épanouissement du milieu. Le conseil d'administration y investira ses efforts en ce sens. Alors, je vous remercie tous. Le 19 novembre dernier avait lieu le lancement officiel du grand défi Bâtir ma région à la polyvalente de Chandler. C'est dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat que le lancement avait lieu. M. Alexandre Fizet, agent de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse, nous résume le projet.
Oui, effectivement, le Grand Défi Bâtir ma région est un concours qui veut stimuler et dynamiser les milieux scolaires en intégrant le domaine entrepreneurial dans nos écoles ainsi que plusieurs organismes socio-économiques pour faire le fameux pont qui est demandé par le programme de l'École québécoise, le programme de formation, pardon, de l'École québécoise qui veut faire un pont entre la communauté et l'école. Donc, c'est une façon de le faire donc, et de motiver nos jeunes à s'engager dans des projets qui ont un impact positif sur la collectivité. Le projet qui a déjà été un succès au niveau de la MRC de Côte-de-Gaspé, ça a été un grand succès sur ce territoire-là, d'où l'initiative d'initier ça ici aujourd'hui. Exactement. Du côté de la MRC de Côte-de-Gaspé, on est rendu à la 3e édition cette année. Donc, c'est ce qui nous a donné l'idée d'en faire des projets pilotes dans 3 nouvelles MRC cette année, dont la nôtre à Rocher-Percé, Avignon et Bonaventure. Quand on parle du succès de la MRC de Côte-de-Gaspé, on peut penser à plus de 900 participants lors des 2 premières éditions, une 60aine d'équipes, plus de 300 intervenants provenant des milieux communautaires, entrepreneuriales, scolaires. Donc, beaucoup de gens qui gravitent autour là, du Grand Défi Bâtir ma région. C'est ce qui nous a inspiré d'en faire un projet régional, d'où l'objectif en 2015-2016 d'en faire vraiment un concours régional à l'ensemble de la Gaspésie et des îles. En termes de cheminement, là, ça va ressembler à quoi, là? Donc, un élève ou des élèves, une équipe qui veut participer au Grand Défi Bâtir ma région, doit, dans un premier temps, être accompagné d'un accompagnateur adulte qui n'a pas besoin nécessairement d'être un enseignant, qui peut être un proche, un cousin, une cousine, un personnel non enseignant. Donc, suite à cela, une fois qu'on a trouvé son accompagnateur, on peut s'inscrire sur le site du concours dès le 23 novembre. Donc, les inscriptions sont du 23 novembre jusqu'à la mi-janvier. Suite à cela, et c'est là que ça devient intéressant. Les élèves doivent présenter leur projet à une caravane d'entrepreneurs de notre coin qui font un peu la fierté de nos milieux. Et c'est inspiré un peu de l'émission Dans l'œil du dragon, sauf que cette fois-ci, les dragons ne sont pas méchants, mais plutôt agissent à titre de conseillers et d'aide technique pour les projets des élèves et offrent leur expertise à ces élèves-là qui veulent cheminer dans un processus de gestion de projet. Après, un élément qui est important lors de cette caravane-là, c'est que les entrepreneurs de la caravane vont pouvoir remettre des fonds de démarrage aux équipes participantes. Dès l'instant où les élèves présentent leur projet, on leur donne automatiquement un 100 $ de fonds de démarrage qui peut être bonifié jusqu'à 200 $. Suite à cela, les élèves partent avec leur fonds de démarrage, vont réaliser leur projet et pendant le processus, doivent aussi réaliser un minimum d'un atelier entrepreneurial qui est donné par l'agent de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse, où on va vraiment initier les jeunes à certaines notions de marketing de base. Suite à la réalisation des projets, les élèves vont devoir aussi remettre un bilan des opportunités, qui est finalement une petite activité d'intégration basée sur un mini-plan d'affaires là, adapté aux jeunes. Et tout ça, toute cette belle aventure-là va se terminer avec le Salon des jeunes bâtisseurs, où toutes les équipes participantes des niveaux primaires, secondaires, milieux professionnels et formation des adultes vont pouvoir présenter leurs projets avec des petits kiosques où la communauté va être invitée, notre caravane, les membres du jury. Et on va clôturer le tout lors d'un gala où on va remettre les prix officiels qui sont de super beaux prix qui motiveront certainement nos jeunes. Ça a aussi l'ambition de vraiment créer des liens avec le milieu immédiat. Hein? Oui, effectivement, on a vraiment un échange d'expertise, comme je disais tout à l'heure, avec la caravane. Aussi, pendant le processus, toute équipe qui vivrait certaines difficultés lors de la réalisation de leur projet peut recevoir le service de mentorat. Donc, l'agent de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse, selon les problématiques qui sont vécues par les équipes, peut trouver une personne dans la communauté qui serait disposée à aider les élèves à résoudre leurs problèmes. Donc, oui, un beau pont qui est fait entre nos jeunes, la communauté. Beaucoup de gens vont graviter autour de du Grand Défi Bâtir ma région. Donc, effectivement, c'est une façon d'intégrer le domaine, comme je disais tout à l'heure, de l'entrepreneuriat dans nos milieux scolaires et aussi d'échanger entre les écoles et plusieurs organismes socio-économiques là, de nos milieux. Donc, un très beau projet en perspective. Et puis, en termes,
au début de 2015, fin 2015, printemps 2015, que le gala va avoir lieu? Oui, on parle du samedi le 9 mai. Encore une fois, on a choisi mai pour ne pas déborder sur le calendrier scolaire. Donc oui, c'est lors du Salon des jeunes bâtisseurs et du gala, samedi le 9 mai, que tout ça va se terminer. On peut parler jusqu'à une trentaine de participants, une trentaine d'équipes, là, si tout se présente. Le but est d'accueillir le maximum de gens possible. Effectivement, on compte, si on se fie aux expériences qui ont été vécues du côté de la MRC de la Côte de Gaspé, c'est un maximum d'une trentaine d'équipes, là, souvent, qui vont s'inscrire lors du concours. Donc, on prévoit pour la première édition dans la MRC du Rocher-Percé d'avoir entre 20 et 30 équipes. Le but n'est pas de refuser des équipes. On va sûrement faire preuve d'adaptation au cours du processus, dépendant des défis qu'on a à relever. Mais le but, c'est d'accepter, oui, le plus d'équipes possible. Alors, d'ici la fin janvier, peut-être rappeler la façon avec laquelle on peut s'inscrire et participer à ce projet-là? Oui, en fait, à partir du 23 novembre, nos lignes vont être ouvertes sur notre site web pour les inscriptions. Donc, l'adresse, c'est le www.défibâtirmarégion.ca. Donc, c'est un petit formulaire en ligne qui se veut tout simple, adapté aux élèves. Donc, c'est ça. À partir du 23 novembre, ce sera possible à nos équipes d'aller sur le site et de s'inscrire. Félicitations pour vos projets. Merci beaucoup, monsieur. Le 21 novembre dernier, la télévision communautaire de Petite-Vallée, Télésourire, annonçait son virage haute définition à l'ensemble de sa communauté. Plusieurs invités étaient présents. TVCGR était sur place pour couvrir l'événement. Écoutons la directrice générale de Télésourire, Mme Josette Dupuis. Bonsoir, Josette. Bonsoir, Mirko. Ça va bien? Ça va très bien. Un grand jour pour Télésourire aujourd'hui. Oui, un très grand jour. C'est vraiment du bonheur à 100%. Notre projet est concrétisé, nos achats sont faits, nos équipements sont en ondes. On ne peut pas demander plus. On parle d'une belle mobilisation du milieu. Oui, absolument. Puis là, je suis contente aujourd'hui. J'ai beaucoup de partenaires comme vous autres. Je suis très contente que vous soyez ici présents. J'ai la télé aussi de Mont-Louis, Radio Gaspésie et le Village en chanson et plein de beaux mondes sont ici, les maires, les directeurs généraux. Fait que je suis très contente. Je suis vraiment entourée aujourd'hui. C'est le bonheur total pour un vendredi. Ce virage technologique-là va permettre à l'ensemble des bénévoles qui produisent des émissions de télévision et l'équipe de Télésourire de pouvoir continuer à bien faire sa mission. Oui, absolument. Puis on est porté aussi à faire des contrats de production qui fait que maintenant, on est capable d'offrir un fini HD. Donc, c'est sûr, c'est la qualité. Les gens, c'est ça qu'ils veulent. Puis, c'est une source de financement aussi pour nous. Donc, c'est sûr que pour l'ensemble du territoire, la qualité des émissions, quand on les diffuse, c'est meilleur. On ne diffuse pas HD, mais ça reste que la qualité est là quand même avec les nouveaux équipements. Donc, un bel avenir pour Télésourire. Absolument, on veut continuer. Merci beaucoup. Merci, Mirko. Écoutons maintenant un technicien de Télésourire, M. Marc Hubert. Bonsoir, Marc, ça va bien? Oui, bonsoir Mirko, ça va bien, merci et toi? Oui, extrêmement bien. On peut dire ce soir pour Télésourire, c'est un grand soir. Oui, parce qu'on a fait notre lancement officiel avec les partenaires, les principaux partenaires financiers de ce qu'on appelle le virage numérique. On n'inclut pas forcément le mot HD, mais HD fait partie, tout le numérique inclut le HD également, parce que pour l'instant on diffuse en numérique et peut-être à l'avenir, d'ici la prochaine année, au printemps prochain, on souhaiterait que le canal puisse être accessible en haute définition. Un des grands avantages de ce virage numérique-là, j'imagine que c'est une amélioration au niveau de la qualité générale de production. Ben oui, parce que c'est dur, j'essaie de voir ce qu'on n'a pas renouvelé, mais je pense qu'on a tout renouvelé à 95% de notre matériel, parce qu'on était vraiment dans le signal analogique avant, donc c'est vraiment un autre concept de voir la façon. Et puis, c'est un téléphone. Puis maintenant, on est rendu avec complètement des nouveaux équipements. C'est-à-dire que autant les caméras que les câbles, le système de régie, le système de diffusion, les écrans télé, là, ça tout a changé. Donc ça a fait que ça a renouvelé complètement le parc technologique. Voilà, c'est ça. Ça devient aussi une superbe de belle occasion pour les bénévoles qui entourent la télévision communautaire de Télésourire de peut-être venir faire un tour, voir ça, hein, vous offrez de la formation. Oui, exactement. Un peu comme vous autres à Grande-Rivière aussi. Là, les portes sont ouvertes. C'est vraiment là, c'est une soirée porte ouverte pour les partenaires financiers sur invitation, mais tous les jours ici, les gens qui souhaiteraient faire de la caméra, il y a du monde qui est là, qui peut leur montrer comment faire. Puis on est tout le temps en recherche justement de gens qui souhaitent s'impliquer. Puis à Télésourire, on a de la chance d'avoir eu des jeunes du milieu qui ont aimé ça et qui se sont impliqués pour ça.
Donc, Télésourire est à la fine pointe de la technologie. Venez faire un tour, on va vous donner l'encadrement nécessaire. Et puis là, c'est vraiment intéressant de travailler avec de nouveaux équipements comme ça. Ben oui, c'est des défis parce qu'on est constamment dans l'apprentissage. Puis je dirais presque malheureusement, ça évolue encore trop vite. Et donc, ce qui fait qu'il faut renouveler ça des fois. La chronologie dans le fait qu'il faut le renouveler est comme de plus en plus... C'est à tous les 5 ans à peu près. Oui. Ben, avant, on a eu l'équipement qu'on avait là et quasiment ça faisait 10 ans qu'il était sur place. Justement, vous avez fait une genre de petite exposition d'une genre de chronologie des équipements là, jusqu'à aujourd'hui. Oui, depuis 1991 où Télésourire est dans le milieu, on a ressorti les caméras et on les a placées effectivement dans le fond, dans le décor de cette émission justement. Donc c'était drôle de ressortir ça de ce qu'on appelait de notre musée au sous-sol, puis de replacer les vieux équipements. Moi, j'ai juste côtoyé la génération d'avant des caméras et peut-être un petit peu celle d'avant, mais sinon ça a été une belle opportunité de ressortir le vieux matériel puis de voir effectivement cette évolution. Bien, merci Marc pour l'entrevue et puis longue vie à Télésourire. Merci beaucoup. M. Gaétan Lelièvre, député de Gaspé, était présent pour l'événement. M. Lelièvre souligne la réussite de ce beau projet et l'importance des médias communautaires en région. Un super de beau projet qui vient de voir le jour. Là. On a travaillé fort pour en arriver là. Ah, absolument. Aujourd'hui, on inaugure, mais un travail qui a été fait il y a plusieurs mois. Je me souviens quand j'avais venu annoncer l'aide financière au nom de ma collègue de la culture. C'était un bon moment. Les gens étaient très contents. C'était un projet autour de 115 000 $ pour Petite-Vallée. Puis le gouvernement du Québec avait versé de mémoire 75 000 là, via le ministère des Affaires culturelles. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'importance des médias communautaires en région. Pour vous, ça demeure quelque chose de très important pour l'information locale. Hein? C'est extrêmement important. Vous savez, avec tout ce qui se passe présentement, notamment dans les coupures, on voit que les médias nationaux et même certains médias régionaux doivent prendre des décisions qui sont souvent pas à l'avantage de nos régions. Beaucoup de coupures de services. Donc, c'est important que la dynamique sociale et communautaire, elle, continue à se développer. Puis souvent, les télévisions communautaires, les radios communautaires sont des moyens très, très efficaces parce que ce sont des bénévoles du milieu qui sont sur le conseil d'administration. Ce sont des gens du coin qui s'impliquent et qui mettent beaucoup de temps. Et vous savez, quand on a du travail, de l'implication bénévole dans un milieu, bien souvent, c'est la base pour permettre au gouvernement de pouvoir appuyer ces initiatives-là. Donc oui, les télévisions communautaires sont de plus en plus présentes, sont de mieux en mieux organisées. Et moi, ce que j'entends beaucoup sur le territoire, c'est que les gens apprécient énormément le service que vous offrez. Donc, bravo. Puis bravo à l'ensemble des bénévoles aussi qui travaillent très fort. Le personnel également, qui de plus en plus se professionnalise. Des meilleurs équipements. Donc, on a vraiment une belle amélioration du service. Puis, c'est un plus pour nos communautés. On parle vraiment de l'importance de la tribune citoyenne. Hein? Oui, exactement. Les gens veulent de plus en plus être consultés. Ils veulent pouvoir s'exprimer sur l'ensemble des projets, des dossiers, des préoccupations qui touchent leur milieu de vie. Et de plus en plus, on veut avoir une approche qui est personnalisée. On veut que chaque territoire, chaque milieu, chaque MRC, chaque municipalité ait droit au chapitre, puisse s'exprimer, puisse présenter ce qui se fait de beau et de bon comme initiative. Et souvent, le média des télévisions communautaires là, est le principal vecteur pour pouvoir mettre en valeur nos forces dans le milieu. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonjour à tout le monde. Passons maintenant à une entrevue que j'ai réalisée avec le préfet de la MRC du Rocher-Percé, Diane Leboutillier. Bonsoir Diane. Bonsoir Mirko. Ça va bien? Très bien, merci. On se rencontre de façon un peu plus régulière ces temps-ci parce qu'il y a des gros dossiers en ce moment à la MRC du Rocher-Percé. Ça bouge beaucoup, ça bouge au gouvernement, puis quand ça bouge en politique, bien, ça bouge dans les MRC, puis dans les municipalités. Peut-être faire le point sur le CLD depuis notre dernière rencontre. Il y a eu quelques évolutions. Oui. Bien, la première évolution majeure qu'il y a eu, c'est que le gouvernement, le nouveau pacte fiscal a été signé. Donc, officiellement, là, on a appris qu'il allait avoir l'abolition des conférences régionales des élus, l'abolition des CLD, beaucoup plus de responsabilités là, qui vont être acheminées au niveau des MRC. Puis des municipalités. Je te dirais qu'on a eu une rencontre, nous, cette semaine avec les maires, parce qu'actuellement, on est à tous les mois de novembre. Puis ça, c'est au niveau de la loi. Les MRC doivent soumettre leur budget. Puis, en décembre, les municipalités, elles, à partir du budget de la MRC, finalisent les budgets des municipalités. Ça fait qu'on est là-dedans actuellement.
Puis, dans la rencontre qu'on a eue avec les maires, ce qui a été décidé, c'est on a dit, écoutez, oui, les CLD s'en viennent au niveau de la MRC. Quelle forme cela va prendre? On va prendre le temps de bien analyser et de bien faire les choses. Il faut dire que chez nous, on a une longueur d'avance comparativement à d'autres MRC, où déjà le CLD puis la MRC on fonctionnait ensemble. On a déjà un directeur général qui cumulait les deux fonctions, puis des employés du CLD qui offraient des services à la MRC. Ça fait on est vraiment avantagé à ce niveau-là. Un partenariat serré déjà en place là, depuis quelque temps. Oui, c'est ça. Ça fait que... Puis c'est certain qu'il y a une insécurité... il y a une insécurité auprès des employés parce que... Mais moi, puis au niveau des maires qui sont autour de la table, on a dit, on va bien prendre le temps d'analyser les choses et de bien faire les choses. Dans 2 semaines, on doit se rencontrer avec les maires pour vraiment là, amener quelle orientation ça va prendre. On sait que nos entreprises, parce que moi, j'ai eu énormément de courriels de la part des entrepreneurs qui ont bénéficié là, de l'expertise du CLD. Puis ça, nous, on tient à préserver cette expertise-là pour pouvoir accompagner nos entrepreneurs. Puis, ce que le gouvernement nous a dit aussi, c'est que le nouveau pacte fiscal va se négocier. Donc, on est en période de transition pour 1 an. Puis, je vous dirais que chez nous, là, c'est pas vrai qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain. Bon. On va, le plus possible, préserver le support aux entreprises. Nous, c'est ça, là, actuellement, là, qui nous préoccupe énormément. Parce qu'on sait que nos entreprises... Moi, j'ai toujours dit, nos entrepreneurs, c'est ce qui fait vivre la région. Là. Pas d'entreprise, une région ne se développe pas et une région meurt. Donc, on a besoin là, de supporter là, les entrepreneurs. Je vous dirais qu'au début décembre, là, on va être en mesure de vous dire là, vraiment, voici comment les choses vont se passer. Donc, la volonté première, c'est de maintenir un maximum d'emplois, de maintenir l'expertise qui est déjà en place. C'est de maintenir l'expertise qui est en région, parce que l'expertise qu'on a en région, c'est... il n'y a pas de prix associé à ça. Et quand on perd des experts, c'est un petit peu comme si on se tirait dans le pied. Puis qu'on tirait dans le pied de nos entreprises. Ça fait que c'est vraiment là ce qu'on ne veut pas faire. Là, il est trop tôt en ce moment pour parler de l'enveloppe budgétaire qui va être disponible. Il est trop tôt. Bien, je te dirais que l'enveloppe budgétaire, on sait très bien, là, on a pratiquement là, 60% des budgets qui ont été coupés. On est passé d'un budget de un petit peu plus de 700 000 à 300 et quelques mille dollars. Là, on parle pour le CLD. On parle pour le CLD. C'est important comme coupure. C'est des coupures qui sont importantes. Ce qui est excessivement dommage, c'est que on a fait des coupures mur à mur. Hier, on recevait de l'information. Une ville comme Québec, qui a plus de 49 entreprises qui travaillent au développement économique. C'est pas le cas de nos régions. Nous, là, on a peut-être 5-6 entreprises qui travaillent à développer les régions. Ça fait que c'est certain que dans des centres, puis dans des villes comme Québec, je lisais encore ce matin aux nouvelles, le maire de préfet à Drummondville, qui disait que lui était pour l'abolition. Ces gens-là ne vivent pas du tout la même réalité de ce que nous, on vit en région. Puis c'est ça qui n'a pas été respecté. Puis moi, c'est là où j'ai de la misère. Parce que depuis le début, on dit, écoutez, arrêtez de faire des politiques mur à mur parce que vous nous mettez en péril en faisant ça. Puis la Gaspésie est fragile. On a vécu la crise du poisson de fond. On a vécu la crise forestière. Puis là, on se ramasse avec une autre crise où on sait que c'est les jeunes, encore des jeunes qui vont être affectés. On peut plus se permettre, là, en Gaspésie, de perdre l'expertise qu'on a. Ça fait que, moi, je suis très sensible à ça. Les maires aussi autour de la table. Puis je peux vous dire qu'on va tout faire là, pour préserver notre expertise dans l'année de transition qu'on est en train de vivre. Il y a un nouveau pacte fiscal qui se négocie. Puis, mais je vous dis, là, on ne pourra pas toffer ça plus qu'1 an. Là. Fait qu'il y a des représentations qui vont se faire au niveau du gouvernement.
Donc, dossier important qu'on va suivre de près. Très important. Parlons d'un dossier qui va mieux, hein? La cimenterie de Port-Daniel, à l'heure où on se parle, là, il y a un pic là, au niveau de la construction, beaucoup d'employés sur le site. Il y a même une visite guidée qui est organisée avec une majorité de médias dans les derniers jours. On peut dire là, que le projet va bon train. Le projet va bon train, puis je te dirais, Mirko, que pendant l'été, là, on en a vécu, ça a été les montagnes russes avec Ciment Mécanis. On nous a même traité de poubelles de l'Amérique. Ben, on a fait le front page des journaux, là, du Journal de Québec et de Montréal. Puis, je te dirais que suite à ça, nous, au niveau de la MRC, il y a une plainte qui a été déposée au conseil de presse concernant, là, justement, cette parution-là qui a eu, tu sais, là, qui donne une image vraiment là, épouvantable de la région. Écoutez, puis d'autant plus que nous, on travaille là on travaille au développement touristique parce que c'est majeur, le tourisme en Gaspésie. Puis j'ai justement reçu, puis je vous donne le scoop, là, j'ai reçu cette semaine, il y a 2 jours, une lettre du conseil de presse à l'effet qu'eux retenaient la plainte et que la plainte était acheminée au journal, puis aux journalistes en question. Ça fait qu'il y a des comptes qui vont devoir se rendre de la part là, des médias-là, puis d'arrêter de traiter là, notre région de façon, tu sais, là, cavalière, injuste, préjugée. Ça ressemblait à un commentaire pas mal engagé. L'objectivité n'était pas nécessairement au rendez-vous. Là. Écoutez, puis la plus belle preuve, c'est qu'on a eu cette semaine une rencontre qui a été organisée par Ciment Mécanis, qui offrait l'opportunité aux journalistes des grands centres de pouvoir venir visiter le site. Et aucun média nationaux de Montréal et Québec, aucun de ces journalistes-là ne s'est présenté à la rencontre publique. Ce qui a été dit, c'est qu'on laisse aux gens du territoire, aux journalistes qui nous représentent, le soin là, d'aller faire cette visite-là. De couvrir l'événement. C'est ça. Donc, si on laisse le soin à nos journalistes de couvrir l'événement, on devrait laisser aussi le soin à nos journalistes de pouvoir donner l'information sur les journaux nationaux sur ce qui se passe. Et puis, en ce qui concerne le déroulement de l'avancement des travaux, écoutez, ça va très bien. On a pratiquement, là, on va avoir avec là, les derniers contrats qui se négocient cette semaine pour pratiquement 1 demi-milliard de dollars d'investis sur le site. C'est tout un chantier. On parle de plus là, de 400 emplois actuellement sur le site. Les rencontres du comité de suivi se font. On règle les choses au fur et à mesure. On n'entend pas rien là, de majeur actuellement. On sait que c'est un gros chantier de construction. Je vous dirais que c'est pas long non plus que les médias de la ville nous tombent sur la couette. Dans le sens où les petite problématique prend des proportions là, gigantesques, mais le chantier va très bien, les collaborations vont bien, avec le milieu aussi, ça travaille. Ça fait qu'on est très content là, de ce qui se passe chez nous. Et parlant du milieu, il y a quand même une forte proportion de gens de chez nous qui travaillent sur le chantier. Oui, je dirais là, des compétences plus de chacun. Plus de 75 ça, c'est impressionnant. des gens de chez nous. On s'attendait peut-être pas à tant que ça au départ. On avait même peur qu'il n'y ait pas une majorité de gens, mais à 75 là, c'est bien. Là. C'est bien. Puis je te dirais aussi que à la dernière rencontre du comité de suivi, on avait comme invité la CCQ qui est venue nous rencontrer des bureaux de Rimouski, justement pour nous parler comment ça fonctionne sur un chantier. C'est avec toutes les règles qui sont mises en place. Puis, il y a pas... Tout est surveillé, tout est scruté à la loupe, tout est... ça fait que, puis, tu sais, là, ça prend des gens avec des cartes, ça prend des gens avec des permis, ça prend des gens... puis même, on nous mentionnait qu'actuellement, à Ciment Mécanis, on a besoin d'avoir une secrétaire réceptionniste. Ça fait que s'il y a des gens qui sont intéressés, ben là, d'amener leur CV au bureau de Port-Daniel. On a besoin de quelqu'un 3 jours et demi semaine.
En terminant pour la cimenterie, peut-être rappeler aux gens, c'est quoi la façon avec laquelle vous suivez les travaux qui sont en cours? Est-ce que c'est des rencontres mensuelles? Donc, une fois par mois, on fait le point. Une fois par mois, on fait le point avec Simon Méganis, le comité de suivi. Oui. On est une quinzaine de personnes autour de la table. Mais je vous dirais qu'au fur et à mesure, quand il y a des choses qui se passent ou que des gens nous interpellent, nous, on a un contact direct, là, autant le maire de Port-Daniel-Gascon que moi. Je vous dis, là, aujourd'hui, là, ça va très vite. C'est par courriel. Puis dans la même journée, là, les informations se donnent, ils répondent à nos questions, puis on est en mesure là, de pouvoir répondre aux gens là, qui nous interpellent. En ce qui concerne ce qu'on entend dans les médias depuis quelques jours, en ce qui concerne les Micmacs, est-ce que vous avez une sensibilité, un peu d'information là-dessus? Est-ce qu'il y a une inquiétude de la part de l'équipe de la MRC, peut-être que le projet pourrait être ralenti? Pas du tout. Ou on a confiance que les négociations vont bien aller? Écoutez, pas du tout. Les négociations là, de ce que nous, là, on en savait, c'est qu'il y avait des négociations qui se faisaient là, depuis le début du chantier. On n'en entendait pas réellement parler, que ça a comme sorti. Là. Oui, mais je vous dirais là, que moi, ça m'a excessivement... J'ai été très surprise d'apprendre là, la nouvelle cette semaine, là, de la façon dont ça sortait au niveau des médias, tellement que je me suis demandé, écoutez, est-ce que toute entreprise qui s'installe en Gaspésie, tu sais là, on vit-tu sur des terres qui ne nous appartiennent pas, là? Moi, j'ai un commerce chez nous, là. Je dois dire quelque chose, là, à quelqu'un que je ne suis pas au courant, là. Puis je ne suis pas toute seule à me poser cette question-là. Là. Moi, là, ça m'a vraiment interpellée beaucoup. L'autre chose aussi, c'est qu'au niveau des emplois, bien, comme on disait, les emplois, je pense qu'à Simon Méganis sont ouverts à tout le monde. Puis en autant que les gens aient les compétences. Et ce qu'on a entendu, c'est qu'il y aurait eu une proposition de base qui a été sur la table, mais refusée, mais les négociations se poursuivent. Donc, c'est quand même un dossier qu'il va falloir regarder de près, parce qu'on ressentait quand même un peu qu'on pourrait aller jusqu'à essayer de ralentir les travaux tout au moins. Là. Non, il n'y aura pas de ralentissement des travaux. Bon. Mais je vous dirais que personnellement, ça m'a interpellée, parce que là, je me disais, mon Dieu, j'ai pas de communauté. On a-t-il une communauté sur notre territoire? Puis ça m'a passé en dessous du nez. Okay. Je trouve ça particulier, ce qui se passe actuellement. Oh ben, ça va être un autre. Puis il va sûrement avoir des discussions qui vont se faire. Bon. Maintenant, on va tout à fait changer de registre pour parler un peu des matières résiduelles, simplement faire le point. Oui. On garde toujours le cap dans ce dossier-là. On garde le cap au niveau des matières résiduelles. Puis, on a eu, dernièrement, la collecte des grosses vidanges. Oui. Puis, justement, il y a eu des discussions à la table des maires ou pour les budgets au niveau des matières résiduelles. Fait que si ça peut inciter et encourager les gens à aller vers le compostage. Madame Nathalie Drapeau, parce que je dis toujours, il y a une question environnementale, mais souvent, des fois, pour des gens, une question environnementale, c'est pas assez, ça devient une question de sous. Ça fait question de sous. De faire du compostage, la poubelle brune, là, on parle de 76 $ la tonne. C'est ce que ça coûte faire du compostage. De faire de l'enfouissement à Gaspé au LET, la poubelle verte, on parle de 176 $ la tonne. On s'entend-tu qu'il y a une grosse différence? On a-tu intérêt à le faire? À utiliser le bac brun pour envoyer le moins possible à Gaspé? Parce que nous, on savait, il y a eu des gros investissements qu'on a dû faire à Gaspé dans les deux dernières années. Puis on savait, il allait avoir des règlements d'emprunt qui allaient se faire. Et pour les 3 années, on parle de 2015, 2016, 2017, il allait avoir un pic là, pour rembourser, là, commencer à rembourser les règlements d'emprunt. Puis, mais on a réussi quand même cette année, dans les discussions, le prix des matières résiduelles va rester le même.
Mais oui, c'est, je vous dis, là, on fait un exercice qui est très serré. Mais comme je vous dis, là, on encourage fortement. Ça fait que ça monte, là, tu sais, là, de 74, 76 $ là, à 176 là. Il y a place à la réflexion. Il y a de la place à la réflexion, puis vraiment, là, encourager les gens. Puis on sauve aussi, là, en donnant une seconde vie, qu'on parle du bac bleu, tu sais, là, la récupération nos déchetteries. Ça fait que, tu sais, télévision, un matériel informatique, ampoule, batterie, bois, carton, tout ça peut être réutilisé. Puis vraiment, là, dans chacun des postes, ça coûte toujours moins cher que l'enfouissement à Gaspé. Je me permets une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Dans certaines séances municipales, j'en ai entendu parler. Et même personnellement, j'ai été un peu dérangé par ce dont je vais vous parler. En ce qui concerne la collecte des gros rebuts, j'ai trouvé qu'elle était un peu tôt cette année, au mois de mai à peu près. Parce que moi, personnellement, j'avais encore de la neige sur mon garage. Et c'est-tu possible de la repousser un peu? Puis il y a des gens qui posaient la question. J'ose vous la poser. Simplement pour cette collecte-là. La dernière, elle était, je dois dire, quand même bien placée. Mais on l'a trouvé un peu tôt là, la dernière fois. Pour le secteur de Percé, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse, plus particulièrement, on vit sur le même territoire d'ailleurs. Oui, on vit sur le même territoire. Ça nous a été ramené là, au niveau, ça a été souligné au niveau de la MRC, puis au niveau de la régie aussi. Faut se rappeler aussi qu'on a eu un hiver dur et pénible et on a eu de la neige c'est vrai. très tard. Mais la collecte s'est faite là, dans les mêmes paramètres habituels. Oui, exactement. C'est simplement l'hiver qui a été différent. L'hiver a été différent, puis on a été pris là, dans la neige un petit peu plus longtemps. Là, mais on est en train de regarder ça, puis peut-être qu'il pourrait y avoir... C'est sûr qu'avec... on a une problématique... Bien, c'est pas une problématique, on a une particularité aussi quand on regarde avec Percé. Percé, c'est touristique. Hein? Puis c'est pour ça qu'on commence un petit peu plus tôt, parce qu'il faut être vraiment en mesure de s'assurer là, qu'on n'est pas au mois de juin, là, au début de juin. Les touristes arrivent, puis les gros rebuts sont sur le bord du chemin. Exactement, là, c'est bien de le dire, ça. Oui, ça fait... Il y a une raison derrière ça. Oui, là, c'est pas fait là pour... c'est pas fait pour... nous mettre de la pression. Pas du tout, là, puis pour déplaire aux gens, puis dire, le gars, là, vous allez goûter, là, pas du tout. Il y a vraiment là, des raisons à ça. Puis je suis content de vous entendre sur la région touristique, parce que c'est un peu ce que M. le maire de Percé disait dans l'Assemblée municipale sur ce même sujet-là. Dernier sujet pour notre rencontre d'aujourd'hui, Orléans Express. Oui, il y a alors, il faut le dire, hein, c'est pas nécessairement 100% positif la manière que s'est conclu le dossier, malheureusement. Exactement. Puis je pense que la dernière fois, quand on s'est vu cet été, nous, on allait présenter un mémoire à la Commission des transports. C'est exactement ce qu'on a fait. Puis je vous dirais que ça a été particulier à la Commission des transports. Orléans Express était là avec des avocats. Puis eux, c'est une compagnie privée. Eux, c'est une question d'affaires. Ils ont amené des chiffres. Mais on ne s'attendait jamais que la Commission des transports allait acquiescer à toutes les demandes d'Orléans Express. Puis même à la commission, ce qui a été apporté par Orléans Express à la commission des transports, c'est que eux, pour cette année, coupaient dans les services, mais que c'était pour une période d'1 an. Eux, ce qu'ils visent dans un an, c'est que l'arrêt des services à Rimouski, c'est qu'on ne desserve plus du tout la Gaspésie. Fait qu'ils veulent seulement garder là, les tronçons qui sont payants. D'autant plus que nous, en Gaspésie, il y a le transport des passagers, mais il y a du transport de colis. Oui, les centres de santé utilisent énormément là, le transport d'Orléans Express. Qui est abordable. Et puis, qui est plus rapide que par voie traditionnelle par la poste. Oui, puis nous, en Gaspésie, là, l'achalandage d'Orléans Express n'a pas diminué, là, pratiquement pas. Ce qui a diminué, ça a été le tronçon Québec-Montréal. Et nous, on paie actuellement parce que le tronçon Québec-Montréal est moins rentable pour Orléans Express.
c'est ce qui se passe actuellement. Là. Donc, il va falloir suivre le dossier de près et continuer à faire de la représentation. Est-ce que, d'après vous, il y a toujours espoir de réussir à les convaincre dans la prochaine année là, des répercussions, il faut le dire, là, catastrophiques, c'est peut-être un peu exagéré. C'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Pour notre région, une région touristique, pas d'autobus. Il n'y a plus de train. L'autobus, on s'entend que ce que Orléans Express vise, c'est couper à partir de Rimouski. On est vraiment en train là, d'isoler la région. Ça fait que moi, c'est catastrophique. Il y a des discussions qui se font actuellement au niveau de la Régie des transports avec, sur laquelle là, je siège. Il y a des discussions qui se passent avec le ministère des Transports. On est en train de regarder là, qu'est-ce qui peut être mis en place. Parce que, autant pour nos entrepreneurs, les centres de santé, la population, parce qu'on disait, la population qui prend l'autobus, là, c'est parce qu'elle n'a pas d'autres moyens de transport. Tout à fait. Donc, vous commencez à mijoter un plan B, là, parce que si ça semble vouloir se continuer comme ça, il faut commencer à y penser tout de suite. On dit, nous, sans jeter la serviette. Là. Non, c'est ça. Il faut qu'il y ait quelque chose qui s'organise, puis quelque chose qui soit sur du long terme, pour pas justement être pris l'année prochaine avec Orléans qui nous dit, ben là, gars, on coupe à partir de Rimouski, puis c'est fini, là. Ça fait qu'on est vraiment dans ces discussions-là. Puis moi, je dois avoir aussi, j'ai des rencontres avec le ministre de la Région. J'en ai eu cette semaine concernant le centre de santé. Puis je vais en avoir là, concernant le transport. Donc, on doit le dire ces temps-ci, Mme Leboutillier, beaucoup de dossiers sur la table et puis ça travaille fort. Ça travaille très fort, puis il va y avoir d'autres informations. Là, peut-être qu'on va se voir plus vite là, qu'on pense. Mais l'important, c'est qu'il faut que la population soit au courant. Et moi, là, je demande aux gens, là, c'est quand les gens me voient quelque part, de ne pas se gêner puis de venir me voir puis de me dire, Diane, là, le transport pour nous autres, c'est important. Parce que j'ai besoin de ça. Là, la semaine passée, il y a quelqu'un qui est venu puis qui me disait, vous savez, Madame Leboutillier, si on a besoin de vous, là, on est là. Puis j'ai besoin d'avoir le pouls des gens. Ça fait que gênez-vous pas, venez me voir, dites-moi, là, puis soyez assurés que je vais porter les messages. Donc, la population se doit d'être solidaire de l'ensemble des choses qui sont mises en place. Oui, parce qu'on le travaille ensemble. On le fait pour eux, mais je veux qu'ils me disent aussi, Diane, là, oui, ça c'est correct, ou bien, peut-être telle affaire, gênez-vous pas, dites-le moi. Bon. Bien, Mme Leboutillier, on garde le contact? On garde le contact. Au plaisir de se revoir. Merci. Merci. Eh bien, mesdames, messieurs, à notre section entrevue cette semaine à votre émission Reflet d'ici, je reçois M. André Boudreau. André Boudreau, maire de Percé, que j'ai rencontré dans un cadre assez spécial. M. Boudreau était de passage à la télévision communautaire de Grande-Rivière pour un tout autre dossier. Et il a partagé avec nous une aventure que son fils, M. André-Claude Boudreau, propriétaire de la compagnie Palme Productions, a vécu, disons, une expérience en mer assez spéciale et il a accepté généreusement de partager l'information en ce qui concerne l'aventure de son fils qu'il est en train de vivre actuellement en pleine mer, mer Atlantique. Il a vécu encore l'expérience. Oui, ben c'est ça la bonne nouvelle. Hein? Oui, ça, la bonne nouvelle. Fait, il était parti pour les Bermudes, finalement. En voilier. En voilier, puis là, il est en direction de la Croatie, en charbonnier. Bon, ben peut-être pour que les gens à la maison doivent se dire de quoi on parle et puis quelle est l'aventure en question. Alors, voulez-vous un peu nous résumer comment cette aventure-là a débuté? Tout d'abord, M. André-Claude, au départ, le projet, c'était simplement de traverser aux Bermudes pour aller faire un contrat plus spécifique à Palme Productions et là, il est arrivé à une aventure. Oui, c'est ça. Ils sont partis de lui et deux autres personnes que je vais taire les noms. Pas de problème. Ils ont quitté Halifax lundi le 10 novembre pour les Bermudes dans un voilier de 40 pieds. Puis, ça allait bien, mais on savait qu'on n'avait pas de nouvelles, qu'on n'aurait pas eu de nouvelles avant je dirais, le premier arrêt dans une marina quelconque. Sauf que samedi matin, la mère du capitaine nous a appelés pour nous dire qu'elle venait de recevoir un courriel satellite là,
très court, mais assez troublant. Donc, le courriel disait sensiblement avons eu une nuit difficile, avarie à bord, quittons le navire, attendons secours. Et là, sont au large peut-être de New York, là, je ne sais pas comment, 100 000 de la côte. Donc, vous recevez ce message-là samedi matin à 6 heures du matin. À 6 heures du matin. Là, j'imagine l'angoisse. Là, ben, je pense que Lison n'est pas revenu encore. Ah non, pas. Ouais. Disons que là, comme je m'amuse à dire, c'est notre gars de 30 ans est devenu un petit bébé assez vite là, dans notre tête. Puis, ça a duré tout l'avant-midi. Après ça, la fin de l'avant-midi, on a reçu un autre message de cette madame-là qui était très court, mais qui était plus rassurant, qui disait, bon, l'équipage sain et sauf récupéré par un pétrolier. Donc, pour nous, c'était déjà sain et sauf. On ne connaissait pas les détails, sauf que à bord d'un pétrolier, on se disait, OK, ils sont en sécurité. Vous avez eu cette information-là vers les samedis midi, là? Oui, vers fin de l'avant-midi, 11h midi, là. Puis, mais le pétrolier, on dit, il s'en va où, là? Il s'en va-tu au Québec? Il s'en va-tu en Floride? On ne sait pas, tu sais. Ça fait que le soir, vers 10h le soir, c'est le ministère des Affaires étrangères qui nous a appelés pour nous dire, pour avoir justement les détails d'André Claude, sa date de naissance, vérifier vraiment son nom, son passeport, en fait. Puis, c'est là qu'on a eu le nom du bateau. Qui s'appelle le AN Zenica, qui n'est pas un pétrolier, mais plutôt un charbonnier croate. Et alors, c'est là que le ministère des Affaires étrangères nous a dit que la prochaine destination de ce bateau-là était la Croatie. Donc, il estimait à une vingtaine de jours la traversée avec André Claude et ses comparses à bord. Alors, autant troublé, autant on riait parce que on disait quelle aventure, tu sais, parce qu'il il faisait partie de cette aventure-là en voilier pour en même temps donner un coup de main pour le voyage, mais en même temps, il voulait en faire un reportage et bâtir quelque chose en chemin, là, tu sais, improviser aussi, mais dans un tout autre contexte, tu sais. Ça fait que là, finalement, on réussit à communiquer. Il a réussi à nous envoyer des messages de façon sporadique parce que le capitaine les laisse utiliser le courriel du pont de pilotage là, pour communiquer avec nous. Cependant, somme toute, sont très bien traités. Donc, c'est l'ambassade canadienne qui supporte leur traversée. Mais il me dit qu'ils sont très bien traités, ils sont traités comme des rois, bien installés, puis finalement qu'il aimerait nous conter plein de choses, mais il dit compter ça sans vous montrer des images, il dit ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on se dit c'est peut-être une suite de chasseurs d'épaves, peut-être qu'il est en train de se reconstruire là, avec lui. Alors, puis il nous dit, il est là, il est à bord pour 25 jours. Alors l'ambassade va nous aviser 48 heures avant leur arrivée. En fait, c'est le capitaine qui va aviser l'ambassade. Eux autres vont nous garder au courant. Puis probablement l'ambassade va aller sur place leur donner un visa touriste pour la Croatie pour pouvoir se préparer à revenir. Alors, rendu là-bas, est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va continuer son aventure? Peut-être. Mais ce que je ressens de ces courriels, il est de bonne humeur, puis il aime ça, ils sont bien, puis ils prennent le bon côté de tout ça. Là. Je le comprends aussi, je l'aurais pris moi aussi. Là. Mais en fait, pour tout le monde qui cherche pour, il est sur un bateau croate. C'est un bateau neuf, il est bien installé, puis il dit que l'équipage est fin avec eux autres. Puis... On peut dire qu'ils vont vivre là toute une expérience de vie. Et pour vous, en tant que parent, il faut le dire, vous dites que c'est un peu comme notre bébé qui est réapparu. Oui, ben c'est ça. Ça a été un stress que c'est un moment que j'ai pas aimé, mais pas en tout. Je vous comprends. Tu sais, il y a eu une chance que ça a seulement duré, tu sais, ça a duré 9 ans midi, là. Ouais. Imagine si ça aurait duré quelques jours ou quelques semaines. Le cerveau fonctionne
fonctionne vite Ah non, à ce moment-là. Ça n'a pas été Ouais. acceptable. là. En savez-vous Mais, un peu plus sur ce qui s'est passé directement sur le voilier? Pas vraiment, Pas non, vraiment, parce hein. que, mettons que ce sera le récit d'André-Claude, J'imagine, probablement Bon. qui va le compter de long en large, mais comme il dit ça s'explique pas sans images. Est-ce qu'on doit comprendre qu'il a réussi à sauver sa caméra de l'aventure? Ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont sauvé exactement, est-ce qu'ils ont perdu des choses et tout ça, mais en fait, il y a sa caméra. Est-ce qu'il l'a pris parce qu'il y a un caisson sous-marin avec sa caméra, donc peut-être qu'il a pu l'accrocher rapidement puis pouvoir l'utiliser, puis dans l'eau, est étanche à l'eau. Cependant, non, il n'a pas parlé de détails. Ça fait qu'il doit être capable d'être en mesure de prendre des images, les banquer, puis faire de quoi. Donc, on a peut-être quelque chose qui s'en vient. Là, Bon. Et vous, j'imagine, et votre femme, vous le suivez sur Internet, l'évolution du voyage? Oui, c'est avec le nom du bateau, on peut suivre sur Internet. Il y a un programme qui s'appelle Trafic maritime. Là. D'accord. Puis on sait exactement où est rendu le navire. Puis, c'est long, c'est parce qu'il faut qu'il traverse le détroit de Gibraltar, toute la Méditerranée, contourne l'Italie, il remonte la mer Adriatique jusqu'au... le port, ça, c'est Ploce, P-L-O-C-E. D'accord. C'est en Croatie. Alors, c'est loin. C'est très loin. J'avais pas imaginé. Quand on a regardé ça, on dit, mon Dieu, c'est pas que traverser l'Atlantique, c'est quasiment deux fois, là, tu sais. Ouais. Mais bon, c'est une aventure, c'est un aventurier, André-Claude, puis il peut pas... À quelque part, dans leur malchance, c'est une chance de pouvoir vivre ça, d'être aussi longtemps à bord d'un bateau marine marchande, et de pouvoir vivre l'expérience de tout ça en ayant un recul de touriste par rapport à... Il les fait pas travailler, sauf qu'eux autres, ils essaient de ne pas être dans les jambes des matelots là, qui travaillent, mais ils disent qu'ils sont très bien reçus sur ce bateau-là. M. Boudreau, merci beaucoup d'avoir accepté de partager en tant que parent. Vous êtes ici en tant que parent aujourd'hui, cette aventure que vous avez vécue. Ouais. Là, on dit une vingtaine de jours. Est-ce que vous donnez la permission de vous téléphoner dans quelques jours pour essayer de voir s'il y a du neuf là-dessus? Parce que là, les gens à la maison, maintenant qu'on les a informés de cette petite aventure-là, qui va probablement être une grande aventure en soi, de les garder au courant. Alors, je doute pas que ça va être... je vais dire, l'histoire d'André-Claude est drôlement plus intéressante que la mienne. Sauf que... Info Palme Productions, dans le fond, vous pouvez communiquer avec lui. Il ne peut pas prendre ses courriels tant qu'il n'est pas débarqué du bateau. Là. Ouais. Mais là, à ce moment-là, vous pourriez communiquer directement avec dans 20 jours encore, je pense. Bon, bien, on va suivre ça de très près, puis certainement qu'on va aller rencontrer M. André-Claude Boudreau pour avoir sa version et sûrement appuyée d'images qui vont couper le souffle, j'imagine. Ouais. Il l'a même dit dans son message que les images parlent par eux-mêmes. Hein. Ah oui, bien, exactement. Ouais. C'est exactement ça qu'il a dit. Un grand merci, M. Boudreau, d'avoir partagé ça avec nous. Ça fait plaisir. Puis on garde le contact. Oui. Alors, mesdames, messieurs, à notre section entrevue cette semaine, nous recevons en studio M. Stephen Kagan, chargé de projet pour le projet Second Souffle de l'oxygène pour les personnes proches aidantes, et Mme Louisette Blondin, présidente de l'Association des proches aidants, les Anges gardiens. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bienvenue dans les studios de la télévision communautaire de Grande-Rivière. Il y a des gens ici en ce moment qui en sont leur première expérience à la télévision. Donc, c'est un plaisir de partager ça avec vous, M. Stevens. Merci beaucoup. Et vous, Mme Blondin, on en est à quelques rencontres tous les deux quand même. On s'était rencontrés il y a de cela quelques mois pour parler de la mise en œuvre de ce fameux organisme, l'Association des proches aidants, les Anges gardiens. Et peut-être pour les gens à la maison qui n'auraient peut-être pas suivi cette entrevue, peut-être rappeler un peu la mission en tant que telle de cet organisme. La mission, finalement, c'est de donner une voix aux anges gardiens, parce que les proches aidants, ce sont les anges gardiens. Alors, la mission, c'est vraiment de se donner des outils, de s'entraider, de connaître des services, de partager. Et puis, fondamentalement, c'est d'améliorer notre qualité de vie.
Parce que quand il n'y a pas d'association, mais il n'y a pas de lieu de rencontre. Avoir un lieu de rencontre pour les proches aidants entre eux, ça devient une bouée, là. Une bouée d'hygiène, je dirais. Vraiment donner une voix, améliorer la qualité de vie des proches aidants, aller chercher des services qui existent ou essayer d'en développer lorsqu'il n'y en a pas, toujours dans le but d'aider le proche aidant à accomplir sa mission, qui est un grand don de soi envers une personne qui a besoin d'aide. Donc, la mission de l'association est vraiment d'enrichir la vie du proche aidant, d'éviter l'épuisement, de lui permettre de se raconter, parce que souvent, il est isolé. Et lorsqu'il parle de sa réalité, eh bien, les autres, ils ne comprennent pas vraiment ce que c'est, là. Il faut être dans la soupe, là, pour savoir ce qu'elle goûte. Naturellement, on n'a pas à expliquer maintenant à la population l'importance des proches aidants au niveau de l'aide qu'ils apportent aux différentes personnes qu'ils aident dans notre MRC du Rocher-Percé, même à l'échelle provinciale, l'aide que ça peut apporter aussi pour, alléger un peu la responsabilité du système de santé actuel. Ce sont des personnes qui sont très rentables, non seulement pour la société, mais qui apportent beaucoup aux personnes qui en bénéficient, bien sûr. Et ça devient, du même coup, un genre d'association qui permet à ces gens-là de pouvoir échanger de réalités qu'ils vivent les uns les autres, qui n'est pas nécessairement facile à comprendre quand on ne baigne pas dedans, comme vous le disiez, là. Et voilà. Et vous, M. Steven, vous allez nous parler de quelques activités reliées à l'organisme de façon à créer une certaine dynamique et faire en sorte que les gens se rencontrent, apprennent ensemble et améliorent leur qualité de vie, entre guillemets. Exactement. D'une part, moi, j'ai été engagé par un regroupement de cet organisme. On a le C3S qui font partie du groupe. On a l'Association des proches aidants. Nous avons la Maison de la famille. Il y a le Comité for Elephant Social Action. Nous avons la MRC aussi sur notre territoire qui finance le projet. Madame Blondin le disait tout à l'heure, on veut absolument que les gens se rencontrent et discutent entre eux. Et l'un de mes mandats qui va exister va être de réaliser des activités qu'on va appeler ressources et moi. Donc, les gens se réunissent ensemble, boivent un petit café et discutent de sujets qu'ils vivent dans la vie de tous les jours. Et à ce moment-là, on peut même inviter un psychologue. Ça peut être un comptable qui vient discuter des sujets dont les proches aidants aimeraient avoir plus de renseignements. Donc, ça devient un peu des activités ressources, hein? Exactement, oui. Bien, c'est de toute beauté. Et puis peut-être pour les gens à la maison, donner une brève description d'à quoi ça peut ressembler le travail, entre guillemets, d'un proche aidant. Il se trouve à être en première ligne par rapport à l'amélioration de la qualité de vie de la personne qui en bénéficie, hein? Oui, effectivement. Puis, il faut souligner qu'il y a plusieurs personnes qui se dévouent comme des proches aidants, mais ils ne se reconnaissent pas comme tels. Je pense comme il précisait tantôt, oui. Oui, c'est ça. Alors, il est très important de donner quelques items pour que les gens puissent reconnaître que lorsqu'ils font tel geste ou ils posent tel geste, ou ils sont des proches aidants. Alors, exemple, on va y aller. Je pars avec ma grand-mère puis je vais faire l'épicerie avec. Et voilà. C'est-tu considéré comme proche aidant? Absolument. Exactement. Oui. Il y a 9, pour vous permettre, si vous me permettez. Allez-y. Il y a 9 items que j'ai répertoriés. OK, 9 actions accomplies par le proche aidant. D'abord, il prend des rendez-vous médicaux. Ça, c'est la première des choses. Problèmes de santé, perte de la vue, perte de l'ouïe, perte de mobilité. Ensuite, il accompagne la personne aux rendez-vous médicaux. Il suit le dossier santé, parce que ça prend quelqu'un qui pose des questions au médecin, qui se rend à l'hôpital, et ainsi de suite. Il gère les services de ressources à domicile. Souvent, les gens reçoivent de l'aide à domicile, que ce soit pour le ménage, les repas, le bain, et ainsi de suite. Il faut gérer ces ressources-là, parce que souvent, il y a des changements. Donc, on va dire comme on dit, on s'informe et s'il y a des changements, on informe la personne qui reçoit le service. Juste la gestion des médicaments, c'est quelque chose, ça, mon ami. On a beau avoir des médicaments dans une espèce de dosette ou de je ne sais pas trop quoi, il peut y arriver que la personne se trompe ou encore qu'elle ne les prenne pas, ces médicaments. Donc, souvent,
pour ne pas dire tout le temps. Le premier des gestes qu'on fait, c'est vérifier si la personne a bien pris ses médicaments. Maintenant, c'est administrer toutes les affaires courantes, c'est-à-dire les formulaires d'assurance, le budget, les factures, l'impôt, les cartes d'assurance maladie, la carte pour les personnes en perte d'autonomie. Là, vous savez, les carrés jaunes, là, où on voit une chaise, là, une chaise blanche, qui nous indique que ce stationnement-là il est réservé aux personnes en perte d'autonomie ou handicapées. On peut demander cette carte-là, ça ne coûte pas cher. Mais c'est intéressant, par exemple, quand on l'a, parce que ça nous évite d'avoir à faire un long parcours pour se rendre à l'épicerie. Réduite, hein? Ouais. Exact. Ouais. Maintenant, c'est voir une saine alimentation aussi. Est-ce que la personne, là, elle prend ses 3 repas par jour? C'est vérifier dans le frigidaire si ce qu'il y a là, c'est encore bon. C'est voir à l'entretien et aux réparations de la maison et ou de l'appartement. Ou, si c'est un appartement, communiquer avec le propriétaire pour que les choses se fassent. C'est s'assurer que les déplacements sont sécuritaires, que ce soit dans la maison ou dans l'appartement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des barres d'appui? Est-ce qu'elles sont au bon endroit? Si la personne est sourde, est-ce qu'elle a tous les appareils pour être capable d'écouter la télévision sans que le volume soit à 102 Ensuite, je vous dirais, c'est accompagner la personne pendant des sorties sociales. En résumé, un tout petit geste qui rend service à une personne qui en a besoin, et voilà, vous êtes proche aidant. Vous n'avez pas besoin d'accomplir des miracles. On aurait été porté peut-être à penser qu'un proche aidant, c'était de 8h à 10h le soir, ou peut-être même 24 heures sur 24, à temps plein. Là. C'est souvent ça pour qu'on va croire. Oui, pour certains, c'est le cas. Pour certains, c'est le cas. Mais alors, à ce moment-là... Pour entrer dans cette catégorie-là, on n'est pas obligé... c'est pas obligé d'être 24 heures par jour. Non, pas du tout. C'est peut-être pour ça que ça englobe autant de personnes. En une semaine, ça peut être 2-3 heures. Tout à fait. Ouais. C'est ça. Par semaine. Donc, ça dépend vraiment de la personne qui habite ou pas avec la personne aidée. Oui, puis ça dépend des besoins de la personne. Est-ce qu'il s'agit d'un enfant? Est-ce qu'il s'agit d'un adulte? Est-ce qu'il s'agit... par exemple, d'une personne qui est affectée d'une maladie, d'un handicap, d'un problème de santé mentale, qui a l'Alzheimer ou quoi que ce soit. En fait, un proche aidant est celui qui améliore la qualité de vie de celui qui a besoin d'aide. Tout simplement. Alors moi, je fais un appel à tous aujourd'hui, à ces gens-là qui peut-être vont se reconnaître dans le discours que l'on tient aujourd'hui. Je les invite à communiquer avec nous. Vous savez, être un proche aidant, là, c'est un don de soi extraordinaire. Et c'est des gens qui ont beaucoup de cœur. Puis souvent, ils sont laissés tout seuls dans leur milieu. Alors, l'association est là pour, dire comme on dit, pour se donner un coup de main d'encouragement, des paroles de réconfort, parce que c'est pas toujours facile. Et puis, les proches aidants, quand on est ensemble, on peut faire des choses qui dédramatisent la situation qu'on est en train de vivre. Alors, c'est un réconfort moral, mais ça peut devenir aussi quelque chose d'important dans la vie du proche aidant, parce qu'une simple information peut changer le cours et comment je vous dirais bien ça, donc? La facilité. Et voilà, la facilité du travail que le proche aidant accomplit. Parce qu'entre nous, on est très riches. Je vous dirais que ça devient un peu comme un groupe de soutien et d'entraide. Ça porte bien son nom. On le dit, de l'oxygène pour les personnes proches aidantes. C'est apporter un soutien, se sentir aussi à l'intérieur d'un regroupement où l'on vit à peu près tous les mêmes réalités. Oui. Il faut le dire, parfois, d'être proche aidant, ça peut demander beaucoup et apporter une certaine fatigue sur le long terme. Et si on n'a pas de personnes pour partager, aider ou voir qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vivent d'autres réalités ou qui ont des solutions qu'on ne connaît pas, qui sont présentes dans le milieu, mais que c'est simple par ignorance de connaître le service, de savoir qu'il y a un regroupement qui vous représente bien, ça peut devenir plus facile. C'est aussi de se dire qu'ils ne sont pas seuls à vivre ça. Il y a plein d'autres personnes qui vivent la même réalité qu'eux. À quoi ça peut ressembler à peu près les activités qui vont être organisées, non? Nous, on va avoir les activités Ressourcez-moi, comme j'ai dit tout à l'heure, où les gens vont boire un café ou un psychologue, un travailleur social pour être là, un comptable. On va avoir des activités aidant-aidés où lorsque... à ce moment-là, la personne qui est proche aidante va être accompagnée de la personne aidée. Moi, mon projet, je tiens à le préciser, ça concerne les
proches aidants d'aînés de 65 ans et plus. Donc, ça, c'est un trait que je dois préciser de mon côté. Toutefois, pour l'association des proches aidants, ça englobe pas seulement 65 ans de ton côté. Non, nous, l'association, elle inclut tout le monde. Toutes les personnes, quel que soit l'âge. Oui, c'est ça. Handicapé, quoi que ce soit. Oui. Vous, votre projet, c'est plus pour les 65 ans. Je voyais atelier de cuisine collective cette fois. Oui, ça va commencer prochainement. Là. On essaie de faire un groupe de 5 personnes pour débuter ce projet-là. Donc, c'est certain, quand tu es proche aidant, tu t'occupes beaucoup des autres, tu as moins de temps pour toi. Donc, on trouvait que c'était peut-être bon de cuisiner ensemble et que les gens puissent repartir avec eux, avec cette nourriture-là. Donc, c'est un souper de moins à faire lorsqu'ils arrivent. Et en même temps, il y a un travailleur social qui va être là pour accompagner les proches aidants. Et naturellement, des ateliers de formation. Oui, les ateliers de formation qui débutent le 25 novembre avec la psychologue Karen Larocque. Ça, c'est notre premier groupe et on va avoir un deuxième groupe qui va être ouvert à partir de cet hiver. Donc, dans cette formation-là, on parle de la gestion du stress, on parle de l'épuisement professionnel, on parle des émotions, de la culpabilité, parce que souvent, lorsqu'on est proche aidant, on va se dire « Je ne peux pas laisser la personne seule, elle a absolument besoin de moi. » Il faut que le proche aidant s'enlève ça de la tête, il a le droit à une vie aussi. C'est important de vivre, parce que c'est là le gros problème qui peut arriver, c'est que tu t'oublies trop, puis finalement, mais tu vis que pour l'autre personne. Donc, le projet veut vraiment remédier à cette situation-là. D'une manière ou d'une autre, il n'y a personne de gagnant dans ce processus-là. Si la personne elle se fatigue, elle vient brûler, elle n'est plus capable de donner le service, mais là, c'est l'ensemble de la communauté qui se trouve être hypothéquée. Moi, je précise vraiment, lorsqu'on est une famille, j'ai un peu de difficulté à voir que c'est une personne dans la famille qui est proche aidante pour tout le monde. Quand ton frère, ta soeur, ton cousin te voit, je crois que juste de proposer 1 heure ou 2 dans la journée pour dire, regarde, prends un break, je vais m'occuper d'elle pendant 1 heure, tu as besoin de temps pour toi, c'est important aussi. Et je crois que ça devrait être fait dans toutes les familles. Pour vos services spécifiques à vous, est-ce que vous pouvez peut-être rappeler les coordonnées pour votre service de 65 ans et plus? Oui. Puis par la suite, on rappellera les coordonnées pour l'Association des anges gardiens qui a une vision un peu plus globale. Parfait, super. Juste avant, j'aimerais préciser qu'on va aussi offrir du répit. Donc ça, ce n'était pas inscrit sur la fiche que j'ai remis. Donc, c'est possible pour une personne proche aidante qui s'inscrit à notre programme qu'un préposé se rende directement chez lui s'occuper de la personne aidée et c'est fait de façon gratuitement. Donc, c'est la société Appui qui paye pour ce programme-là. Donc, pour ça, il faut qu'il communique à l'association des aînés au 689-5722 et vous devez demander à parler à Steven Kagan, c'est moi qui est en charge de ce dossier pour le répit. En ce qui concerne les anges gardiens maintenant? Les anges gardiens, alors, c'est ça. Moi, je fais appel à tous les anges gardiens qui existent ici dans le secteur afin qu'on puisse former un groupe solide, solidaire. Oui, c'est ça. Parce que, comment je vous dirais bien, souvent, on a des empêchements parce qu'on est tellement occupé avec l'autre personne que, comme disait Steven, on ne prend pas le temps. Mais ce que je veux dire aux gens, à tous les proches aidants aujourd'hui, c'est prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Vous êtes un pilier indispensable dans la qualité de vie de la personne que vous aidez. Et il ne faut surtout pas que vous vous oubliez vous-même. C'est pour ça que l'association est là, pour qu'on puisse demeurer solide, en santé, émotionnellement équilibré, se donner du temps à soi parce que on a besoin de se ressourcer, on a besoin de parler, on a besoin de rire, on a besoin de s'amuser. Donc, l'association est là pour permettre tout ça. Je vous dirais que c'est comme une aide personnelle aux proches aidants que l'association offre à ces gens-là, en plus de les informer de ceci, de cela. Donc, je voudrais dire aussi, l'association, qu'est-ce que ça donne, là? Comme disait Yvon Deschamps, lui, il parlait des unions, là. Mais l'association des anges gardiens, qu'est-ce que ça donne? Bien, d'abord, c'est gratuit. Ensuite, lorsque vous en faites partie, vous allez recevoir toute l'information concernant toutes les activités qui vont se dérouler sur le territoire de la MRC.
Vous allez être informé à chaque fois. Vous allez être invité à y participer. Donc, j'invite évidemment les gens à nous rencontrer, à nous téléphoner pour avoir un petit peu plus d'informations parce qu'aujourd'hui, je suis certaine qu'il va encore y avoir des questions. Alors, il faut nous téléphoner, puis il ne faut surtout pas se gêner de nous téléphoner parce que ça nous fait plaisir je vous dis, on a le cœur sur la main, on éprouve de la compréhension, on fait preuve d'écoute envers chaque proche aidant parce qu'on sait que ce qu'il vit, nous-mêmes, on le vit. Alors, il n'y a pas de jugement qui circule là, lorsqu'on se parle entre nous. Alors, moi, je dis, participez à l'association, participez aux rencontres, on va devenir plus fort, on va former un plus gros groupe et on va être en mesure, éventuellement, d'utiliser les services qui nous sont offerts et peut-être même d'en demander de nouveaux services pour les proches aidants. Ça, c'est possible aussi. Mais il faut qu'on soit ensemble pour le faire. Alors, si vous voulez avoir nos coordonnées, moi, j'aimerais inviter aussi les gens. On commence nos activités. Steven vient de parler des ateliers de formation avec Mme Karen Larocque. On commence notre premier café-rencontre à Percé, à l'Oasis, le 26, de 1h30 à 3h30. Alors, j'invite tous les proches aidants, même si, en tout cas, ne soyez pas gênés de nous téléphoner puis de venir nous voir, de venir nous rencontrer. On va vous accueillir à bras ouverts, ça c'est sûr. Maintenant, pour nous contacter ou pour avoir plus d'informations, vous pouvez me téléphoner. Alors, mon numéro de téléphone est le 782-5234. Vous êtes Blondin. Vous pouvez téléphoner aussi à Lisa April, qui est à Newport. Son numéro de téléphone est le 418-777-2816. Et vous pouvez téléphoner à Mme Suzanne Poitras, qui, elle, est à Chandler, au 689-2925. Et ces 3 personnes-là de l'association vont vous donner l'information ou répondre aux questions que vous vous posez pour vous rassurer. Parce que, encore une fois, je le dis, faire partie de l'association, c'est se faire plaisir à soi-même pour s'aider dans cette grande mission-là. Bien, Mme Louisette, M. Steven, merci beaucoup de votre passage à l'émission Reflet d'ici cette semaine. Mais la beauté de la chose, c'est, je crois qu'en préparation d'entrevue, on a un petit projet derrière la tête de faire un certain suivi, tant au niveau des activités que des services. Donc, vous allez être appelés à nous revoir à la maison, pas d'inquiétude. Oui. Exactement. Et puis, à chaque fois, on va vous parler de quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous concerne. Puis, il va probablement y avoir des invitations qui vont suivre l'information. Encore une fois, un grand merci de votre passage à l'émission et au plaisir de se revoir. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bien, mesdames, messieurs, bienvenue à votre section entrevue de l'émission Reflet d'ici. Beaucoup de monde à la section entrevue de l'édition de cette semaine. Alors, je reçois en studio M. Jacques Langelier du Centre Action bénévole Gascon-Percé. Et aujourd'hui, nous allons parler, la période des fêtes avance à grands pas, de la fameuse guignolée. Eh oui. Bonsoir. Bonsoir, Mirko. Ça va bien? Ça va très, très bien. Alors, comme je le disais en introduction d'entrevue, on va parler plus spécifiquement de la guignolée aujourd'hui. On va s'attarder seulement à ça aujourd'hui. Le premier point qui serait important de mentionner, c'est au niveau du fonctionnement, par exemple, pour les personnes qui jugent avoir besoin d'un panier de Noël, d'une aide à l'occasion des fêtes. Alors, c'est sûr que nous autres, quand on parle de personnes à faible revenu, on parle de gens qui souvent reçoivent de l'aide sociale, on parle de gens aussi qui travaillent au salaire minimum, on parle aussi des gens qui reçoivent un chômage qui n'est pas très gros. Parce qu'imaginez que si j'ai travaillé 10 ou 11 de l'heure, et que je reçois le chômage, c'est pas tellement gros pour faire face à la demande. Alors, au niveau du panier de Noël, cette année, c'est le même fonctionnement que l'année passée. Une chose importante que je voudrais rappeler, c'est que chaque fois que la personne remplit ce formulaire-là, nous, le comité au Centre d'Action bénévole, il faut absolument qu'on voit les preuves se rapportant aux revenus et aux dépenses. Donc, si, je ne sais pas, moi, je paye un compte d'électricité de 100 $, nous avons à voir la preuve de tous les chiffres qui sont écrits là.
Une manière d'avoir une certaine équité par rapport au service rendu. Hein? Oui. Puis depuis une couple d'années, on fait ça, puis on s'est aperçu parce que la guignolée, le centre d'action bénévole, quand il fait l'activité panier de Noël, c'est l'argent de monsieur et madame tout le monde. Alors, on doit avoir cette préoccupation de les gérer le mieux possible, où il y a le plus de transparence possible. C'est toujours le même mode de fonctionnement, vous le dites, sous forme de panier de Noël. Donc, la guignolée, ça va être des activités où on va pouvoir aller soit faire don en argent ou don de denrées non périssables. Oui, il y a différentes possibilités. Une fois que, je ne sais pas, que les gens sont au courant, parce que là, les gens commencent à en entendre parler de la guignolée, bien, les gens, souvent, vont nous appeler, vont dire qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour vous aider au niveau des paniers de Noël? Mais il y a plusieurs façons, dans le fond. Il y a d'abord la collecte avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Ils font ça fait proche de 15 ans. Alors, ils vont aller se situer, par exemple, à des endroits dits stratégiques où ça fonctionne le mieux. Donc, on ne s'éparpille pas sur l'ensemble du territoire pour rien, ça ne donne rien. Donc, on va, par exemple, le 27 novembre, c'est toujours d'une heure à 20 heures. On va au IGA de Chandler, on va visiter aussi le Super C de Chandler, le IGA de Chandler, on va retourner, et le IGA de Grande-Rivière. Alors ça, ces commerçants-là, ils ont été appelés, on leur a dit, garde, on aurait besoin de votre aide à ce niveau-là, et d'emblée, ils ont encaissé notre demande. Tu sais, ils n'ont pas eu à le demander longtemps. En ce qui concerne le Super C de Chandler, ça va être le 28 novembre de 13h à 20h. IGA de Chandler le 4 décembre de 13h à 20h. C'est ça. Et au IGA de Grande-Rivière le 11 décembre de 13h à 20h. Alors, à la population d'être sensible à la cause, les gens vont être là. J'imagine avec un habit de circonstance. Oui, le Père Noël va être là. Le Père Noël va être là. Oui, le Père Noël est là, ça, c'est sûr et certain. Merveilleux. Il y a une autre façon aussi, les commerces avec la Sûreté du Québec. Alors, nous autres, on l'organise, on est allé chercher un partenaire qui s'appelle la Sûreté du Québec. Et ça le fait le jeudi 4 décembre, je pense que c'est un jeudi, oui. À ce moment-là, les policiers font les deux territoires, ils se divisent en deux. Ils font peut-être de Chandler à Gascon, après ça de Chandler à Percé. Tous les commerçants de la MRC Rocher-Percé ont été avisés par lettre. Alors déjà, ils ont une lettre sur leur bureau, c'est une feuille rouge, on ne peut pas la manquer, leur rappelant que la Sûreté du Québec va passer le 4 décembre. Puis, théoriquement, là, quand les bénévoles arrivent là, bien, les commerçants sont prêts. Leur chèque est prêt, leur don est prêt. Et à ce moment-là, je peux dire aussi qu'ils font partie de la collectivité. Donc, les commerçants sont d'une terrible de générosité pour nous autres aussi. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, c'est aussi possible d'aller porter des denrées alimentaires directement au centre d'action bénévole. Il y en a bénévole. qui le font. Je pense que je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu ça sur la Havre. On l'a fait sur la Havre, entre autres. Là. On demandait aux gens si c'est possible de nous apporter des dindes, des poulets, du jambon. Ça, c'est sûr que si on a ça d'avance, ça veut dire qu'avec les argents qui nous restent, on va être capable d'aller chercher plus du lait, du fromage, des denrées plus périssables de à ce façon moment-là. toujours en ayant derrière la tête, bien sûr, d'avoir le panier de Noël le plus intéressant possible. Le plus intéressant possible. Puis nous autres, le panier de Noël, il s'adresse à des familles, règle générale, il s'adresse aussi à des personnes seules. Mais on ne gêne pas non plus pour rajouter des bonbons, de la liqueur, des chips. C'est Noël. Alors, il faut fêter. Il y a une autre façon aussi au niveau des organismes et des milieux de travail. On incite beaucoup les milieux de travail à peut-être organiser une petite collecte à l'interne. Alors, ça a l'air de rien, mais si les milieux de travail, je ne sais pas, moi, il y en a 25, 30, 35, puis ils ont chacun leur part, à ce moment-là, ça va faire quelque chose d'intéressant. Et pour ce qui est des dindes et des choses qui sont périssables, pas d'inquiétude, vous avez des congélateurs. On est tout organisé pour ça. On avait des images il y a 1 an ou 2, on avait été directement sur place. On est tout organisé pour ça, il n'y a aucun problème avec ça. Puis les gens, regarde, c'est déjà commencé, les gens viennent nous voir, ils viennent apporter des fois des pâtés qu'ils ont fait ou de la dinde ou du poulet. Regarde, on ramasse tout ce qui peut être périssable. Ce qui est important de retenir, c'est que cette solidarité fait en sorte d'améliorer le Noël de plusieurs familles de la MRC du Rocher-Percé. J'aime bien le mot solidarité parce que depuis qu'on est là-dedans, on peut parler que la MRC Rocher-Percé sont très solidaires. Bon. Très solidaires. Encore une fois, une belle mission à accomplir cette année. On n'est pas inquiet. Je vois ici qu'il y aura peut-être un petit, avec l'hiver qui s'en vient et tout ça, des besoins peut-être un peu urgents en ce qui concerne les vêtements. Oui, j'en parle aujourd'hui parce qu'on a réalisé qu'il y avait une légère baisse, mais pas juste une légère baisse dans l'entrée des vêtements, mais une hausse dans les personnes qui demandent des vêtements. Bon. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on dit aux gens, si c'est possible, de faire un petit effort particulier pour avant les fêtes, un petit blitz particulier pour que justement, si vous avez les vêtements là, en bonne condition, que vous ne savez pas trop quoi faire, puis vous attendez, on vous dit, bien, n'attendez plus, venez les porter au centre d'action bénévole, parce qu'il y a des gens qui attendent pour ça. En terminant, simplement rappeler les coordonnées du Centre d'action bénévole. Oui, on est toujours au 390 boulevard René-Lévesque-Ouest. Pour les gens qui veulent nous apporter des choses, on est toujours là, on reçoit avec plaisir. S'il y en a, je le dis toujours, qui veulent visiter le Centre d'action bénévole, ils sont les bienvenus aussi.
Le numéro de téléphone, 689-6023. Puis moi, en partant, je dis aux gens, je ne suis pas inquiet du tout pour ce que ça va donner comme résultat au niveau des paniers de Noël. Et je leur dis un énorme merci de faire leur part à chaque année. Donc, M. Langelier, là-dessus, on termine et je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. On se reverra l'an prochain. Avec pour les plaisir. résultats. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercial@hotmail.com ou directement sur facebook.com/TVCGR. TVCGR est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation et le montage de ces émissions. Vous souhaitez vivre une expérience en audio, vidéo ou en communication? On offre de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. C'est tout pour cette semaine. On se laisse avec un reportage de M. Marc Hébert en ce qui concerne le marché de Noël qui se tiendra bientôt à Val-d'Espoir. À la semaine prochaine. Depuis plusieurs années, là, je me sens concernée par toute l'idée de valoriser l'achat local, puis de promouvoir ça pour plein de raisons, là, que c'est important d'encourager les gens qui sont plus proches de nous, que ce soit pour éviter la pollution, mais aussi pour encourager notre communauté dans ses talents, dans ce qu'elle produit, que ce soit la nourriture ou des trucs d'artisans. Puis moi, j'ai été souvent en Europe, puis j'ai tout le temps été fascinée par les marchés, tout ça. Puis ici, il n'y en a pas beaucoup, même l'été. Puis moi, j'avais envie que j'avais comme eu une idée pour que ça soit différent un petit peu, puis de jazzer ça. Comme j'avais vu en Europe, c'est des marchés de Noël qui se passent à l'extérieur. Mais aussi, c'est ça, Val-d'Espoir, c'est quand même un village qu'on peut dire qui peut ressembler à un village du Père Noël, le village de l'arrière-pays. Depuis 4 ans, c'est notre 4e année cette année, la 4e édition. Il y a une équipe quand même stable de gens qui sont intéressés par l'événement parce que, ça ne demande pas nécessairement une implication sur une longue période. C'est un événement qui se passe une fois par année, donc ça ne demande pas trop d'investissement de temps comme bénévole. C'est une équipe de monde qui sont super motivés, puis là, on a pris un air d'aller parce que tout le monde sait un peu tout le monde a trouvé un peu ce qui l'intéresse comme appui, donc tout le monde fait son truc, puis c'est pas compliqué du tout comme implication. Fait que je pense que tout le monde aime ça. Puis la journée même, justement, là, on voit que tout le monde qui vient, il trouve ça super intéressant. Fait que ça nous motive à continuer. C'est toujours le premier samedi de décembre. Donc cette année, c'est parce qu'on a vu aussi les dates des autres marchés de Noël. Le but, c'était pas de compétitionner du tout d'autres marchés, c'était de faire aussi un événement propre à Val-d'Espoir. Cette année, ça se passe le 6 décembre. C'est à Val-d'Espoir, dans le stationnement de la salle communautaire, à côté de l'église. Puis c'est de 10h à 15h. Donc il y a plein d'animations. Le Père Noël, le vrai, il va venir nous voir. Il y a des tours de calèche gratuits. Je voulais souligner parce que ça fait, justement, depuis, nous, on est un petit événement, si on peut dire, où il y a quand même beaucoup de monde qui viennent. Mais c'est ça, depuis 3 ans, on travaille fort pour que les exposants qui exposent dehors ne soient pas juste sur des tables. Donc, on ramasse des fonds à chaque année. On va chercher de l'argent pour faire construire des kiosques en bois pour que ça soit typique à l'européenne, où les artisans sont exposés du froid. Puis je tiens à souligner vraiment la participation financière depuis 2 ans du pacte rural via le CLD de la MRC Rocher-Percé et de la Caisse populaire du littoral à Grande-Rivière, qui appuie à chaque année l'événement. C'est une aide précieuse parce que ça fait que là, cette année, notre événement, on va avoir comme 6 kiosques en bois. Donc, pratiquement tous les exposants qui sont à l'extérieur, ils vont avoir leur kiosque. Donc, à l'abri du vent, puis ça fait vraiment... Parce qu'un jour, on aimerait peut-être ça l'extensionner au soir pour avoir la féerie de Noël avec les lumières, tout ça. C'est avec plaisir que le 6 décembre, on vous attend à Val-d'Espoir pour le marché de Noël festif extérieur de Val-d'Espoir, en famille, entre amis, tout ça.